24,9 degrés. Retenez ce chiffre, il ouvre presque toutes les unes ce matin. C'est la température moyenne de juillet en France métropolitaine et c'est un record absolu. Le Monde en fait sa une. Juillet 2026 est le mois le plus chaud jamais enregistré dans l'Hexagone depuis le début des mesures en 1900. Il devance août 2003, il devance juillet 2006. L'anomalie, plus 3,8 degrés et sur les maximales, plus 5,2. Mais la chaleur n'est qu'une moitié de l'histoire. L'autre, c'est la sécheresse. Déficit de pluie 70%. Le troisième mois de juillet, le moins arrosé depuis 1959. 90 000 hectares brûlés depuis le printemps, des rivières à sec, des centrales nucléaires à l'arrêt, des communes ravitaillées par camions-citernes. Et cette phrase du Monde qui claque, aussi spectaculaire qu'il paraisse, l'été 2026 n'est pas un accident. Son éditorial entre dans le débat politique. Titre : l'écologie, bouc émissaire facile de ceux qui n'ont rien vu venir. Le quotidien du soir vise une partie de la droite et de l'extrême droite qui, après avoir longtemps relativisé le réchauffement, découvre aujourd'hui les vertus de la lucidité climatique. Déplorer les incendies sans parler d'atténuation, écrit-il, revient à traiter la fièvre sans s'intéresser à la maladie. Le Parisien prend le sujet par le petit bout de la lorgnette. Sa une, de l'eau froide à 34 degrés. Le robinet d'eau froide qui coule tiède, voire chaud, 34 degrés au 9e étage d'un immeuble du 15e arrondissement. Eau de Paris et l'Agence régionale de santé rassurent, aucune légionelle dans le réseau public. Le problème est après le pied de l'immeuble, les tuyaux de copropriété, la vétusté. L'édito de Tanguy de l'Espinay le résume. Hier, on contrôlait sa qualité. Aujourd'hui, on doit surveiller sa température. Nos infrastructures, conçues pour un climat qui disparaît peu à peu, découvrent leurs limites. Du climat à l'énergie, il n'y a qu'un pas. Et le Figaro le franchit avec une toute autre orientation. Sa une, levée de bouclier contre les nouvelles éoliennes géantes. La France s'apprête à remplacer une partie de ses 10 000 mâts par des machines plus hautes de moitié, jusqu'à 100 mètres de plus. Riverains et associations dénoncent l'ombre, les vibrations, le bruit, la dégradation du paysage. Jean-Louis Buttret, de la Fédération Environnement Durable, accuse les collectivités de soutenir ces implantations pour des raisons purement financières. L'armée, elle, craint que les turbines ne brouillent ses radars. En toile de fond, un parc offshore visible depuis les plages du débarquement, tout juste classé à l'UNESCO. L'éditorial est titré « Vent de folie » et il fait les comptes. 80 milliards d'euros pour 6 réacteurs nucléaires face à 63 milliards sur 25 ans pour l'éolien en mer. Sa conclusion : priorité absolue au nucléaire, dont personne ne peut contester sérieusement la supériorité. Et voilà que les Échos ouvrent eux aussi sur l'énergie, mais côté marché. Leur une, gaz, menace sur les stocks en Europe. Les réserves européennes pour l'hiver ne sont remplies qu'à 57%, contre 74% en moyenne. En cause, le blocage du détroit d'Ormuz, par où transite 20% du GNL mondial. Et cet aveu, l'Europe n'arrive pas à se passer d'un gaz russe qu'elle est censée ne plus importer au 1er janvier prochain. L'éditorial de Véronique Le Billon parle de choix cornéliens, payer le prix fort, ou fléchir sur les valeurs européennes. Ormuz, justement. Le Monde rapporte que Donald Trump a affirmé mardi que le détroit rouvrirait très bientôt, faute de quoi l'Iran serait frappé très fort. Une promesse déjà faite plusieurs fois, note le journal, sans effet. Politique française maintenant, et c'est Libération qui donne le là. Sa une secondaire, ingérence, Glucksmann, Attal et Philippe ciblés, le Kremlin à la manœuvre. À 8 mois du premier tour, l'équipe de Gabriel Attal annonce que l'ancien Premier ministre a été visé par des opérations venues de Russie. Faux reportages, fausses vidéos, fausses unes de journaux,
L'identité visuelle de l'AFP, de BFM, de France 24, du Parisien, d'Ouest France et de Libération elle-même a été usurpée. Viginum identifie le mode opératoire Matrioshka. Raphaël Glucksmann, lui, désigne le groupe Storm 1516, piloté selon lui par le GRU. Une voix générée par intelligence artificielle y accuse sa compagne, la journaliste Léa Salamé, d'avoir tenté de soudoyer des médias. Sa formule : pour une puissance comme la Russie, nos élections deviennent un champ de bataille. Fait rare, Jean-Luc Mélenchon abonde et appelle à un front commun contre les ingérences. Un projet de loi de Laurent Nunez, déposé au Sénat le 22 juillet, prévoit de nouveaux référés d'urgence et un durcissement des peines. Vote à l'automne. Course à l'Élysée toujours. Le Figaro annonce en une « Retailleau et Lisnard, un siège pour 2 candidats ». Et le Parisien poursuit sa série d'été sur les prétendants. Aujourd'hui Mélenchon et son projet de réorganisation de la France en éco-région. Demain, ce sera Bruno Retailleau. Autre dossier que 2 journaux mettent en avant, la France et l'Algérie. Le Figaro titre « Paris et Alger relancent leur coopération pour frapper la DZ Mafia ». Le Parisien met en une l'arrestation très diplomatique d'un fondateur de la DZ Mafia. Les faits, Mehdi Laribi, 36 ans, l'un des fondateurs présumés du cartel marseillais, interpellé fin juillet en Algérie sur mandat d'arrêt international français. Le Parisien souligne la portée du geste. C'est incontestablement un signal envoyé par les Algériens, dit l'historien Benjamin Stora. 2 ans de crise depuis le soutien français au plan marocain sur le Sahara occidental, le rappel de l'ambassadeur, l'affaire Boualem-Sansal. Et ce bilan, la guerre entre la DZ Mafia et le clan Yoda a fait au moins 49 morts sur les 8 derniers mois. Reste la question délicate, l'extradition. À l'international, le monde ouvre grand sur un drame trop peu raconté. Le camp de Plaine-Savo, en République démocratique du Congo. Plus de 70 000 Congolais ayant fui la guerre y sont assiégés dans l'est du pays, femmes et enfants compris, et y subissent les exactions de militaires. Un reportage photo signé Philémon Barbier. Libération, lui, nous emmène à Bagdad. Corruption en Irak, la grosse coupure. Depuis juin, l'opération offensive de l'Aube a permis de saisir l'équivalent de 92 millions d'euros et d'arrêter une 50aine de responsables et de parlementaires. 12 millions d'euros cachés sous le bassin de la piscine du vice-ministre du pétrole. 60 millions en cash et en or chez une députée qui était, ironie totale, vice-présidente du comité parlementaire pour l'intégrité. Volet économique et technologique maintenant. Les Échos ont beaucoup à dire. Mauvaise surprise du 2e trimestre, la production manufacturière française a reculé de 1,1% en juin, après moins 1% en mai. Toutes les branches flanchent, l'automobile poursuit sa glissade. Autre enquête, passionnante. Pékin contourne les barrières de Trump. Sur le papier, les droits de douane fonctionnent. La Chine ne pèse plus que 7% des importations américaines, contre 12,5% en 2024. Sauf que la valeur ajoutée chinoise, elle, n'a presque pas bougé. Derrière les exportations vietnamiennes ou mexicaines se cache souvent Pékin. Santé et business. Novo Nordisk et Eli Lilly ont écoulé pour 43,5 milliards de dollars de coupe-faim GLP-1 au premier semestre. Mais des dizaines de génériques sont arrivés en mars. Le marché de l'obésité pourrait franchir les 100 milliards d'ici 2030. Côté tech, Electronic Arts veut écrire son histoire hors de la bourse. Le Monde enquête sur Revolut, 13 000 salariés dont 2 tiers ne viennent jamais au bureau. Et le Figaro annonce que les fermetures d'agences bancaires vont se multiplier en France. 2 pépites maintenant, celles qu'on aurait pu manquer. La première, une enquête du Monde. Le journal a eu accès à un document confidentiel de la sous-direction de la criminalité financière de la police judiciaire. Le blanchiment devient un métier. Des groupes spécialisés, agiles, connectés, qui font des stablecoins non plus un moyen de paiement, mais une réserve de valeur.
84% des transactions crypto jugées douteuses. Et cette phrase du rapport: les groupes criminels à l'œuvre dans le blanchiment sont aussi dangereux que les autres groupes criminels dans leurs atteintes à l'autorité de l'État. La seconde, c'est la une de Libération. Testostérone, le remède mirage. Une enquête aux États-Unis sur ces femmes ménopausées qui se font implanter tous les 4 mois un grain de testostérone pour 230 $. Vive la testostérone, s'exclame Dominique, septuagénaire française installée en Pennsylvanie. Sauf que les bienfaits n'ont jamais été validés par des essais cliniques. L'éditorial d'Alexandra Schwarzbrod rappelle que la ménopause reste un des angles morts de la prise en charge médicale des femmes. Et pour finir, la culture. Elle est en deuil ce matin. Le Figaro annonce la disparition de Didier Decoing, auteur de John l'Enfer, prix Goncourt, et longtemps président de l'Académie Goncourt. Le Monde nous emmène à Paris, où Paolo Conte, oui, le Paolo Conte, expose 70 dessins et aquarelles à l'Institut culturel italien. Le chanteur piémontais, peintre secret. Et à Locarno, 79e édition jusqu'au 15 août, Monica Bellucci en compétition, Isabella Rossellini et Asia Argento honorés pour leur carrière. Le Parisien, lui, offre une madeleine. Gilbert Coulier, producteur de Céline Dion de 1993 à 2013, raconte le Stade de France de novembre 1998. René Angélil malade, resté en Floride, suivant le concert à distance. Le moment le plus mémorable de ma carrière, dit-il aujourd'hui. Et puisqu'il faut lever les yeux, le Figaro annonce les nuits des étoiles, les 7, 8 et 9 août, dans plus de 400 communes françaises, avant l'éclipse partielle de soleil du 12 août, visible dans toute la France. Voilà pour la presse de ce jeudi 6 août, je vous souhaite une excellente journée.